Salut et bienvenue et bien fait. Aujourd'hui, on se penche sur les tout derniers chiffres d'Accenture, année fiscale 2025. Ça vient de sortir. Oui, on a la présentation officielle là du 25 septembre. Exactement. L'idée, c'est, bon, de voir les performances, bien sûr, mais surtout de gratter un peu sous la surface, comprendre ce qui se passe vraiment. C'est ça. Parce qu'au-delà des gros chiffres, des milliards, on veut vraiment décrypter les tendances. Qu'est-ce qui marche? Où ça coince peut-être un peu? Et puis surtout la stratégie. Notamment, oui, tout ce qui tourne autour de l'IA générative, on sent que c'est devenu central chez eux. Ah oui, complètement. Donc l'objectif, c'est ça, hein, décortiquer les chiffres clés, identifier les dynamiques par secteur, par géographie, comprendre les priorités liées en quête, et puis regarder ce qu'ils nous disent pour 2026. Parfait. Alors, on commence par quoi? Peut-être un petit coup d'œil rapide sur le dernier trimestre, histoire de planter le décor? Le Q4 2025. Oui, bonne idée. Alors, sur ce Q4, ils nous sortent un chiffre d'affaires de 17,6 milliards de dollars. OK. Et ça représente quoi en termes d'évolution? Alors, c'est une hausse de 7% en dollars US, mais si on regarde en monnaie locale, pour neutraliser les effets de change, on est plutôt sur du plus 4-5%. D'accord. 4-5%, c'est correct, mais pas une envolée spectaculaire non plus, quoi. Non, c'est solide, mais voilà, c'est pas de l'hypercroissance à ce niveau. Et dans le détail, est-ce qu'il y a des secteurs qui se distinguent, qui tirent la machine? Ah oui, très nettement. Ce sont les services financiers. Là, on est à plus 12% de croissance en monnaie locale sur le trimestre. C'est vraiment costaud. Plus 12%, d'accord. Ça veut dire que banque, assurance, tout ça, ça continue d'investir à fond? Bah, visiblement, oui. Sûrement beaucoup de transformation, modernisation et sans doute déjà pas mal d'IA, tu vois. Logique. Et les autres secteurs? C'est plus, disons, modéré. Les produits, communication médiathèque, les ressources, tout ça, c'est autour de plus 5%. OK. Par contre, petite alerte peut-être sur le secteur santé et services publics. Là, on a une légère baisse de 3%. À surveiller donc. Et en termes de poids, ça représente quoi ces secteurs? Juste pour avoir une idée? Alors, sur le trimestre, le plus gros, c'est les produits, avec 5,4 milliards. Ensuite, santé et services publics à 3,6 milliards, malgré la baisse. Puis, les services financiers à 3,3 milliards. Communication médiathèque à 3,0 et les ressources à 2,4 milliards. OK, ça donne une bonne image. Et géographiquement, une zone qui sort du lot ce trimestre. Pas de différence énorme, en fait. Les Amériques, c'est le plus gros morceau, 8,8 milliards. Ils font plus 5% en local. Et ils incluent l'Amérique latine maintenant, c'est ça? Oui, petit changement de structure, effectivement. L'Amérique latine est passée avec l'Amérique du Nord, qui s'appelle donc Amérique maintenant. D'accord. Et l'Europe? L'EMEA, Europe, Moyen-Orient, Afrique, fait un tout petit peu mieux, à plus 6%, pour 6,2 milliards de revenus. Et l'Asie-Pacifique est un peu derrière, à plus 3% pour 2,6 milliards. Donc, assez équilibré finalement sur le trimestre. Oui, globalement, oui. Ok, chiffre posé pour le Q4. Un indicateur clé qu'on regarde toujours de près, ce sont les nouvelles commandes, les new bookings. C'est un peu le thermomètre de l'activité future, non? Absolument. Et là, le chiffre est plutôt bon. 21,3 milliards de dollars de nouvelles commandes signées sur le trimestre. Pas mal. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est le ratio book-to-bill, commande sur facturation. Il est à 1,2. 1,2? C'est-à-dire qu'ils signent plus de nouveaux contrats qu'ils ne facturent sur la période. Exactement. Pour chaque dollar facturé, ils ont engrangé 1,2 $ de nouvelles commandes. Donc oui, c'est un signal positif. Le carnet de commandes se remplit bien. Et ça tire plutôt vers quel type de contrat? Le conseil ponctuel ou les gros deals d'externalisation sur le long terme? Alors, les deux progressent, mais ce sont les services managés, donc les contrats longue durée, qui ont le plus progressé en commande ce trimestre. Plus 6% en monnaie locale, ça fait 12,4 milliards. Ah ouais. Et le conseil? Le conseil, c'est plus 3% pour 8,8 milliards. Donc, on voit peut-être une petite tendance des clients à chercher des engagements plus longs, des partenariats. Intéressant. Parlons rentabilité, rapidement sur ce trimestre. On voit toujours ces chiffres ajustés et gap. Tu peux nous rappeler la différence? Oui, c'est important. Le chiffre ajusté, c'est celui qu'Accenture préfère mettre en avant. Il exclut certains éléments qu'il considère comme exceptionnels. Comme les coûts de restructuration, par exemple? Voilà, typiquement. Cette année, ils en ont eu. Donc sur cette base ajustée, le bénéfice par action, le BPA, il est en hausse de 9% à 3,03 dollars. Et la marge opérationnelle ajustée, elle grignote un tout petit peu.
plus 10 points de base, pour atteindre 15,1%. Ok, ça reflète la performance récurrente, disons. C'est ça. Et le chiffre GAAP, lui, il inclut tout, y compris ses coûts exceptionnels. Donc il est moins bon, j'imaginais. Oui, forcément. Le BPA GAAP baisse de 15% et la marge GAAP recule de 270 points de base. C'est la norme comptable stricte, mais c'est moins parlant sur la tendance de fond de l'activité. Le message d'Accenture, c'est donc l'activité de base est solide et même légèrement plus rentable. Exactement, et d'ailleurs, pour le prouver un peu, ils ont annoncé une hausse de 10% du prochain dividende trimestriel. C'est plutôt un signe de confiance. Ok, bien compris. Bon, ça c'était le trimestre. Si on prend un peu de hauteur maintenant et qu'on regarde l'année fiscale 2025 complète, est-ce que les grandes lignes sont similaires? On peut peut-être aller un peu plus vite. Oui, tout à fait. Les tendances se confirment globalement. Sur l'ensemble de l'année fiscale 2025, le chiffre d'affaires atteint presque 70 milliards de dollars, 69,7 milliards pour être précis. Et la croissance annuelle? Elle est de 7%, que ce soit en dollars US ou en monnaie locale. Donc c'est cohérent avec ce qu'on a vu trimestre après trimestre. Une année solide. Et par secteur, sur l'année? Toujours les services financiers en tête? Oui, toujours. Plus 10% en monnaie locale sur l'année pour les services financiers. Les autres secteurs, ils sont assez groupés en fait entre plus 5% pour les ressources, qui est un peu le dernier, et plus 8% pour les produits. Santé, services publics et communication médiathèque sont à plus 6%. Donc finalement, une croissance assez homogène entre les secteurs sur l'année complète, hormis la finance qui surperforme un peu. C'est ça. Et en termes de taille, sur l'année, c'est produits 21,2 milliards, santé et services publics 14,8 milliards, services financiers 12,8 milliards, communication médiathèque 11,5 milliards et ressources 9,5 milliards. Et géographiquement, sur l'année, qui a tiré? Là, ce sont clairement les Amériques qui ont été le moteur sur l'année, avec plus 9% de croissance locale pour 35,1 milliards. L'EMEA suit avec plus 6%, 24,6 milliards, et l'Asie-Pacifique avec plus 4%, 10,0 milliards. Le poids des Amériques reste donc prépondérant. Ok. Et le fameux book-to-bill, sur l'année entière, il est comment? Toujours à 1,2. Donc 80,6 milliards de dollars de commandes au total sur l'année. Ça confirme vraiment une bonne dynamique commerciale tout au long de l'exercice. Et la répartition conseil-service managé dans ces commandes annuelles? Même tendance que sur le Q4. Les services managés ont progressé plus vite, plus 9% en monnaie locale sur l'année, pour 34,6 milliards, contre plus 5% pour le conseil, 35,1 milliards. D'accord. Et pour finir le tour d'horizon de l'année 2025, rentabilité et cash. Alors, la rentabilité annuelle ajustée est stable, voire en très légère hausse. La marge opérationnelle ajustée est gagnée 10 points de base, à 15,6%. Le BPA ajusté annuel, lui, progresse de 8% à 12,93 dollars. Et le cash? Tu disais que c'était un point fort. Ah oui, le point vraiment notable de l'année, c'est la génération de trésorerie, le flux de trésorerie disponible, le free cash flow, le cash qui reste vraiment dans les caisses après les investissements. Il atteint 10,9 milliards de dollars. 10,9 milliards? Oui, et c'est en hausse de 26% par rapport à l'année d'avant. C'est vraiment une performance impressionnante. Le ratio free cash flow sur revenu net est à 1,4. C'est excellent. Une vraie machine à cash, comme on dit. Et du coup, j'imagine qu'ils ont pu choueiller les actionnaires. Exactement. Avec tout ce cash, ils ont retourné 8,3 milliards de dollars aux actionnaires sur l'année. C'est 7% de plus qu'en 2024. Et ça se répartit comment? Principalement via 3,7 milliards de dollars de dividendes et 4,6 milliards de rachats d'actions. Ok. Bon, les chiffres sont posés, on a une vision assez claire. Une grosse machine, solide, rentable, qui brasse beaucoup d'argent et en génère encore plus. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a derrière, la stratégie. Et surtout, ce sujet dont tout le monde parle, l'IA générative, la GenAI. Alors là, oui, c'est le sujet. C'est clairement au cœur de leur discours, de leur stratégie actuelle, et l'accélération est spectaculaire, il n'y a pas d'autre mot. Ah oui, à quel point? Début 2023, ils parlaient de revenus négligeables liés à la GenAI. Sur l'année fiscale 2025 qu'on vient de voir, ils ont atteint 2,7 milliards de dollars de revenus sur ce segment. 2,7 milliards? En partant de presque zéro? Oui, c'est un triplement par rapport à l'année fiscale 2024. C'est absolument massif comme décollage. On presque doublé sur l'année pour atteindre 5,9 milliards de dollars.
Ça montre que les clients sont là, l'appétit est bien réel. Et ça s'inscrit dans un plan plus large, non? Ils avaient annoncé des investissements. Oui, c'est ça. Ça fait partie de leur plan pluriannuel d'investissement de 3 milliards de dollars dédiés à l'IA. Donc on voit que ça commence vraiment à porter ses fruits sur le plan commercial. Il mentionne aussi un truc intéressant, un projet GenAI sur 2 qui mènerait à un projet sur les données, la data. Oui, et c'est super logique en fait, c'est même crucial. Pour que la GenAI soit efficace, pour qu'elle donne de bons résultats, il lui faut du carburant de qualité, des données propres, bien structurées, accessibles. Donc les entreprises réalisent qu'il faut d'abord faire le ménage dans leurs données. Exactement. Beaucoup se rendent compte qu'avant de pouvoir vraiment exploiter la GenAI à fond, elles doivent mettre de l'ordre dans leur patrimoine de données. Et ça, pour Accenture, c'est une aubaine. Un cercle vertueux en quelque sorte. Tout à fait. Ils vendent un projet de GenAI et hop, ça débouche souvent sur un projet data en amont ou en parallèle. C'est très malin. Mais pour réaliser tout ça, il faut les compétences en interne. Comment ils gèrent cette montée en puissance sur l'IA? Ils mettent le paquet sur la formation, massivement. Ils disent avoir formé 550 000 de leurs employés, c'est énorme, aux bases de la GenAI. 550 000? Presque tout le monde alors? Presque, oui. Et en parallèle, le nombre de leurs experts vraiment spécialisés en IA et données a quasiment doublé. Ils sont passés d'environ 40 000 début FY23 à près de 77 000 fin FY25. Ils développent aussi leurs propres outils, leur plateforme IA maison. Ils citent AI Refinery, GenWizard, Synops pour les opérations, MySecurity pour la cyber. L'idée, c'est d'industrialiser, d'accélérer les déploiements chez les clients. Ok, très clair sur l'IA. Un autre pilier de la stratégie d'Accenture, historiquement, ce sont les acquisitions, le M&A. Mais là, on a l'impression qu'ils ont un peu freiné cette année, non? Oui, très nettement. C'est flagrant quand on compare. En FY25, ils ont dépensé 1,5 milliard de dollars pour réaliser 23 acquisitions. Ce qui est déjà pas mal, mais comparé à avant, Voilà. Comparé aux 6,6 milliards de dollars et 46 acquisitions de l'année fiscale 2024, c'est une vraie décélération. C'est un rythme beaucoup plus mesuré. Peut-être plus ciblé aussi. mais l'objectif derrière ces acquisitions reste le même, j'imagine. Se renforcer, acquérir de nouvelles expertises, s'étendre. Oui, les buts restent classiques. Gagner en taille sur des marchés spécifiques, intégrer des compétences pointues qu'ils n'ont pas en interne, ou s'étendre géographiquement. D'ailleurs, même à ce rythme réduit, ces acquisitions ont quand même contribué pour environ 3% à la croissance du chiffre d'affaires en FY26. Ce n'est pas négligeable, 3%. Non. Et il prévoit de continuer sur un rythme, disons, similaire l'an prochain. Il parle d'un budget prévisionnel d'environ 3 milliards de dollars pour les acquisitions en FY26. Ah, donc il remonte un peu le budget par rapport à cette année. Oui, mais l'impact attendu sur la croissance resterait modéré, autour de 1,5%. Donc ça reste une stratégie d'acquisition ciblée, pas de méga deal a priori. L'acquisition a été particulièrement visible et payante par le passé. L'exemple qu'ils mettent en avant et qui est vraiment frappant, c'est la sécurité, la cybersécurité. Ah oui. Ils sont partis de 700 millions de dollars de revenus dans ce domaine en 2016 pour atteindre 10 milliards en 2025. 10 milliards. C'est énorme. Oui, ça fait un taux de croissance annuel composé de 35% sur près de 10 ans. C'est environ 4 fois plus rapide que la croissance moyenne d'Accenture sur la même période. Et ça, c'est grâce aux acquisitions. En grande partie, oui. Ils ont réalisé 24 acquisitions dans la sécurité depuis 2015. La plus récente et notable, c'est CyberSix. Mais attention, il y a aussi une forte croissance organique derrière, une fois la base acquise. Aujourd'hui, Gartner les cite comme ayant les plus gros revenus mondiaux dans les services de sécurité managés et professionnels. Impressionnant comme build-up. Il parle aussi d'un autre domaine, les Capital Projects, les grands projets d'investissement. Oui, c'est une initiative plus récente, mais qui suit un peu le même modèle. Ils ont démarré avec une stratégie d'acquisition ciblée, ce qu'ils appellent un collier de perles, String of Pearls. Joli nom. Oui. Ils sont partis d'une base de 300 millions de revenus en FY202 et ont fait 5 acquisitions clés depuis. Anzer Advisory, BOLN, Comtech Group, EQT Group et Soudeben. Et le résultat aujourd'hui? Cette activité pèse maintenant 1,2 milliard de dollars de revenus en FY25. C'est plus 49% par rapport à l'année d'avant. Et il précise que cette croissance est maintenant largement organique, la base étant constituée. Donc, la méthode M&A pour amorcer, puis croissance organique. Ça semble fonctionner. Ça a l'air d'être une recette qui marche bien pour eux, oui. Et pour boucler ce chapitre stratégie, un mot sur les partenariats sphériques, l'écosystème technologique.
C'est absolument fondamental pour Accenture. Plus de 60% de leur chiffre d'affaires provient de deals liés à leurs 10 plus gros partenaires technologiques. Ah oui, plus de la moitié, hein. C'est qui ces partenaires? Les grands noms habituels? Oui, on retrouve Microsoft, AWS, Google Cloud pour le cloud et l'IA, Salesforce pour le CRM, SAP pour le RP. Et cette partie de leur activité continue de bien croître, plus 9% en monnaie locale en FY25 via ses partenaires. Et ils développent de nouveaux partenariats. Oui, ils mettent en avant des collaborations renforcées avec Oracle, mais aussi Nvidia, très important pour l'IA, et Aveva, qui est plutôt lié aux fameux Capital Projects dont on parlait. Donc cet écosystème est non seulement vital, mais il continue de s'étendre et de se renforcer. Très clair. Avant de passer aux perspectives pour 2026, juste un point rapide sur les effectifs et d'autres métriques. Oui. Alors, fin août 2025, à la clôture de l'année fiscale, ils étaient 779 273 employés. C'est quasiment stable sur un an, une petite hausse de 1%. Mais si on regarde les derniers trimestres, Q3 et Q4, il y a une légère baisse séquentielle. Ok. Signe d'une gestion prudente des effectifs peut-être? Probablement. Le taux d'utilisation des consultants était assez élevé au Q4, à 93%, et l'attrition volontaire, c'est-à-dire les gens qui partent d'eux-mêmes, était de 14% sur l'année. 14%, c'est dans la norme pour ce genre de boîte. C'est à peu près dans les cons roulés. Ni excessivement haut, ni particulièrement bas pour le secteur du conseil et des services. On peut aussi noter, pour les plus financiers d'entre nous, qu'ils donnent dans leurs annexes des métriques de rentabilité plus fines, comme le ROIC, le ROO, le ROA, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là maintenant. Non, c'est bon. Parfait. Alors, voilà le moment crucial, le regard vers l'avenir. Que prévoit Accenture pour l'année fiscale 2026, qui vient de commencer, hein? Et c'est là qu'on voit un changement de ton, ou en tout cas un ajustement des attentes. Ils anticipent une croissance du chiffre d'affaires pour FY26, comprise entre plus 2% et plus 5% en monnaie locale. Ah oui, plus 2% plus 5%. C'est nettement moins que les 7% qu'ils viennent de réaliser en 2025. C'est une vraie décélération, là. Oui, c'est un ralentissement assez marqué. Et comment ils expliquent ça? Il y a des raisons particulières. Ils donnent plusieurs éléments. D'abord, il y a un impact négatif attendu lié à leur activité avec le gouvernement fédéral américain, ce qu'ils appellent AFS, Accenture Federal Services. Cet impact est estimé entre 1 ou 1,5%. D'accord. Donc, sans ça, on serait plutôt entre 3% et 6%. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y a l'effet de taille, tout simplement. Quand on pèse 70 milliards, c'est mathématiquement plus difficile de maintenir des taux de croissance à 7 ou 8%. Logique. Et peut-être un environnement économique un peu plus incertain? Ils ne le disent pas explicitement comme ça, mais on peut le lire entre les lignes. Une certaine prudence face à l'environnement macroéconomique global. Et puis, il faut aussi compter la contribution des acquisitions futures. Oui, tu disais qu'ils prévoyaient environ 1,5% du croissance venant des M&A. C'est ça. Donc, si on enlève ça, la croissance purement organique attendue serait plutôt dans la fourchette basse entre 0,5% et 3,5%, hors AFS. C'est modeste. Effectivement, croissance qui ralentit nettement. Mais alors, quitte de la rentabilité, est-ce qu'il prévoit aussi une baisse des marges? Eh bien non. Et c'est ça qui est intéressant, au contraire. Malgré ce ralentissement attendu de la croissance, ils visent une légère amélioration de leur marge opérationnelle ajustée. La fourchette visée est de 15,7% à 15,9%. Ce qui fait une hausse de 10 à 30 points de base par rapport à 2025. Exactement. Et le bénéfice par action ajusté, BPA, devrait suivre avec une hausse attendue de 5% à 8% pour atteindre entre 13,52 $ et 13,90 $. Donc le message c'est, on va peut-être moins grandir en chiffre d'affaires, mais on va être plus efficace, plus rentable. C'est exactement ça. Moins de croissance en volume, mais plus de valeur, plus d'efficacité opérationnelle. C'est un pivot assez classique dans ce genre de situation. Et le cash, le fameux free cash flow qui était si bon en 2025, il prévoit quoi pour 2026? Alors, le free cash flow prévu est un peu en dessous du record de 2025. Il vise entre 9,8 et 10,5 milliards de dollars. Le ratio FCF sur revenu net redescendrait à 1,2, ce qui reste très bon, mais moins exceptionnel que le 1,4 de cette année. Ok. Et malgré cette légère base du cash généré, qu'est-ce qu'il prévoit pour le retour aux actionnaires? C'était le point fort de 2025. Il s'engage à retourner au moins 9,3 milliards de dollars aux actionnaires en FY26. 9,3 milliards minimum. C'est plus que les 8,3 milliards de 2025. Oui, c'est 1 milliard de dollars de plus, soit une augmentation de 12% du retour total aux actionnaires. Waouh!
alors que la croissance ralentit et que le cash généré baisse un peu. C'est un message très fort envoyé au marché, ça, non? Ah oui, c'est un signal extrêmement fort. Il montre que même dans un contexte de croissance plus modéré, la priorité est de rémunérer les actionnaires et de soutenir le cours de l'action. Et comment ils vont faire ça concrètement? Augmenter encore le dividende? Racheter plus d'actions? Les deux. Ils prévoient une nouvelle hausse de 10% du dividende annuel. Et surtout, ils vont accélérer les rachats d'actions. Ils prévoient d'en racheter pour 5,3 milliards de dollars. C'est plus 15% par rapport à 2025. Et ils ont même une nouvelle autorisation de rachat de 5 milliards supplémentaires sous le coude. D'accord, donc priorité absolue au retour de cash. C'est noté. Si on essaie de faire une synthèse rapide de tout ça, l'histoire d'Accenture en 2025 et pour 2026. En résumé, 2025 a été une année très solide. Ils ont bien navigué, atteint leurs objectifs ajustés. Le fait marquant, c'est vraiment l'explosion, et on peut dire la réussite, de leur pari sur l'IA générative. C'est spectaculaire. Oui, les chiffres de la GenAI sont bluffants. La stratégie d'acquisition, elle, a continué, mais sur un rythme plus calme, plus maîtrisé. Et la génération de cash a été excellente. Et pour 2026? Pour 2026, on sent clairement un changement de braquet. La croissance du chiffre d'affaires devrait ralentir assez nettement. La priorité n'est plus tant la croissance des revenus à tout prix, mais plutôt l'amélioration continue des marges opérationnelles. Et surtout, un retour de cash massif et accéléré aux actionnaires. C'est intéressant ce double mouvement, une focalisation intense sur l'IA qui est censée transformer les clients, Oui. et en même temps on voit bien que cette IA les transforme eux-mêmes de l'intérieur. La formation massive dont tu parlais, les nouvelles plateformes internes, ça doit changer leur façon de travailler aussi, non? Ah mais c'est certain, l'impact de l'IA sur leurs propres opérations, leur productivité interne, leur efficacité, et même sans doute sur leur culture d'entreprise. Ça pourrait être tout aussi important, voire plus à long terme que l'impact direct sur les revenus venant des projets IA vendus aux clients. Ça m'amène à une dernière question, peut-être pour ouvrir un peu la réflexion. Au-delà de l'efficacité ou de la rentabilité interne, comment est-ce que cette transformation profonde par l'IA, cette réinvention interne, pourrait redéfinir le rôle même, le quotidien concret de ces centaines de milliers, presque 800 000 employés d'Accenture partout dans le monde? Est-ce qu'on va vers une entreprise de conseil et de services qui sera radicalement différente dans sa nature même? C'est une excellente question et elle est fondamentale. On dépasse les chiffres trimestriels là. Ça touche vraiment à l'avenir du travail intellectuel, à l'avenir des services à grande échelle, à l'ère de l'intelligence artificielle. Comment ces géants vont-ils évoluer? Quel sera le rôle de l'humain dans ces structures de plus en plus augmentées par l'IA? C'est clairement un sujet passionnant et crucial à suivre de très très près dans les années qui viennent.